Alors maintenant, on va voir l'essentiel sur les endosymbioses. Donc, tout d'abord, on va essayer de découvrir ce qu'est l'endosymbiose à travers deux exemples. Donc, le premier exemple, c'est l'endosymbiose des coraux. Donc, il y a deux organismes. Il y a un polype et il y a des zooxanthelles. Donc, la différence avec la symbiose, c'est que là, les deux organismes qui effectuent des échanges à bénéfice réciproque sont l'un dans l'autre. Donc ça, c'est la grande différence avec la symbiose. Donc c'est pourquoi, dans le schéma, on observe une cellule ici, donc, de l'endoderme du polype, et à l'intérieur, on a donc une cellule de zooxanthelle. Donc si vous devez donc schématiser cette endosymbiose, il faut bien dessiner la cellule de l'algue à l'intérieur de la cellule du polype. Alors, maintenant, on va voir ce qu'est les échanges, quels sont les bénéfices réciproques. Donc, comme l'algue est photosynthétique, elle va produire des molécules organiques, dont notamment les glucides, et elle va le fournir à l'hôte. En échange, l'hôte, donc le polype, elle va lui fournir ses produits de dégradation, ses déchets minéraux, azotés et phosphatés, qui vont être fournis donc à l'algue. L'algue va aussi, en prélevant le CO2, favoriser la formation du squelette calcaire. Et on voit bien qu'il y a donc un bénéfice réciproque. Dans ce cas-là, il ne faut pas oublier que l'azoxanthelle existe aussi en forme libre dans le plancton. Et ici, elle peut vivre aussi donc en symbiose. L'endosymbiose n'est pas obligatoire dans ce cas-là. Donc ça, c'est le premier cas. Donc maintenant, le deuxième cas, ça va être une endosymbiose encore plus poussée entre une bactérie du genre Buchnera et un puceron, donc le puceron vert du pois. Et ici, on a donc des bactéries qui sont hébergées à l'intérieur donc des cellules du puceron, mais cette fois, il y a aussi bien entendu donc des échanges à bénéfice réciproque, mais là, on va encore plus loin, puisque c'est devenu... Les deux espèces sont interdépendantes. Le puceron vit mal sans la bactérie, et la bactérie n'existe plus à l'état de forme libre. Il y a même une transmission à la descendance de ces bactéries, donc tout à fait de manière verticale. Donc si on veut schématiser les échanges, donc on va devoir schématiser la cellule de puceron, qui possède bien entendu un noyau, puisque c'est une cellule eucaryote. À l'intérieur, donc du coup, on va voir le deuxième être vivant, qui est une bactérie, et qui possède donc du coup un chromosome bactérien. Alors que fournit la bactérie au puceron? Eh ben, elle va lui fournir des acides aminés essentiels que le puceron ne trouve pas dans son alimentation. Le puceron, lui, offre à la bactérie un milieu de vie, une protection. Donc du coup, elle l'héberge et de toute façon, cette bactérie ne peut plus vivre à l'extérieur des cellules de puceron. Alors l'interdépendance est telle que l'on observe une régression du génome de la bactérie. Il est extrêmement limité, ce génome, et on retrouve des gènes, une partie de ces gènes, à l'intérieur du noyau du puceron. Et donc voilà, donc un schéma
de la symbiose, de l'endosymbiose, pucerons, bactéries. Donc une endosymbiose qui est obligatoire pour que, en gros, ces deux êtres vivants puissent vivre correctement. Donc pour aller plus loin, parce que nos cellules possèdent des organites, donc par exemple ici un chloroplaste, dont le fonctionnement et le mode de reproduction rappelle celui donc, des bactéries. Donc par exemple, les chloroplastes ressemblent étrangement donc, aux cyanobactéries filamenteuses photosynthétiques. Les mitochondries, avec leur mode de division de la mitochondrie, avec leur mode de fonctionnement, ressemblent étrangement à des bactéries. Des études et les recherches qui ont porté sur les mitochondries et le chloroplaste ont permis de montrer que ces organites étaient à la base des endosymbiontes. Donc regardez un petit peu ce schéma. On voit l'arbre phylogénétique du vivant basé sur les comparaisons d'ARN qui forment les ribosomes. Donc on voit ici Zea maïs, donc le maïs, et on voit donc à l'intérieur de la branche des eucaryotes, ce qui est tout à fait normal. Et on voit que son chloroplaste et ses mitochondries appartiennent à la branche des bactéries. Donc cette histoire évolutive qui est suggérée par cet arbre, c'est que le chloroplaste et les mitochondries sont des bactéries, à la base des bactéries endosymbiotiques de nos cellules eucaryotes. Et l'endosymbiose a été tellement poussée, la régression du génome a été tellement importante que la cellule a intégré cet organite. Et maintenant, on a une transmission de cet organite à la descendance. Et cela, on peut le résumer sous ce schéma bilan, où une cellule eucaryote ancestrale, qui ne possédait donc un noyau, a absorbé une bactérie aérobie. Donc c'est donc une endosymbiose. L'endosymbiose a été donc poussée à l'extrême pour que ces deux êtres vivants deviennent dépendants l'un de l'autre. Et on a donc aujourd'hui des cellules eucaryotes qui contiennent des mitochondries. Dans le cas des cellules eucaryotes photosynthétiques, il faut donc faire l'hypothèse qu'il y ait une deuxième endosymbiose, cette fois avec une absorption d'une bactérie photosynthétique. Et là, pareil, une interdépendance poussée à l'extrême, avec régression du génome, qui a transformé cette bactérie photosynthétique en organite, ici, le chloroplaste.